Bien, bonjour à tous et bienvenue à la suite de notre programme de géométrie algébrique. Dans cette vidéo, nous allons débuter avec les variétés projectives. Alors, notre objectif est de suivre la logique du livre de Robin Hartshorne, donc ce livre que nous allons utiliser, mais il arrivera un moment où nous parlerons des variétés projectives qui sont spécifiques, un peu comme les plongements, et pour cela, nous aurons parfois besoin d'utiliser le livre de Joe Harris. Joe Harris, voilà, Joe Harris, Algebraic Geometry First Course. C'est un livre aussi extrêmement intéressant que nous utiliserons tout au long de ce programme. Voilà, donc sans plus tarder, je vais partager mon écran pour commencer par l'espace projectif, un peu comme on a fait sur les variétés affines, et suivre la logique. C'est parti. Alors, très bien. Donc, nous y sommes. Variété projective. Alors, dans les variétés projectives, nous commençons par espace projectif. Alors, nous rappelons que nous avons défini l'espace affine comme étant AN, K qui était le corps, qui était l'ensemble des n uplets. Donc x0, xn, tel que xi appartient à K. Et donc, l'espace projectif Pn va être le quotient. Donc, nous prendrons l'espace affine AN plus 1, mais nous ne voulons pas. Donc, en fait, c'est l'ensemble des n plus 1 uplets. Mais les n plus 1 uplets ont des conditions, ne doivent pas tous être composés de 0, 0, 0, 0. Donc, nous voulons écarter le point 0, 0, 0, 0 et nous voulons prendre les classes d'équivalence. Donc, nous prenons les classes d'équivalence de telle sorte que si j'ai un n plus 1 uplet ici, A0, AN, ce point est le même que B0, Bn, en quelque sorte, les deux la définissent, donc sont en relation. S'il existe un lambda non nul tel que A0, AN soit égal à lambda B0, Bn. Voilà, c'est ça. Donc, un élément de Pn est en quelque sorte une classe d'équivalence de ceci. Donc, un élément sera noté par A0, comme ceci, pour préciser que c'est une classe d'équivalence. Et cette classe d'équivalence sera l'ensemble de tous les multiples de A0 à N. C'est ça notre espace projectif. Donc, celui-ci s'appellera point de Pn. Et comme c'est un point de Pn et que tous ne peuvent pas être nuls, ça veut dire qu'à chaque fois que je parlerai de A0 à N, l'un d'entre eux doit être nul. Tous ne peuvent pas être nuls parce que dans la définition, j'exclus le point 0, 0, 0. Ça veut donc dire qu'il doit exister un i tel que AI est différent de 0. Donc, puisqu'il y a un i tel que AI est différent de 0, je vais donc pouvoir mettre le AI en facteur. Donc, je vais écrire que cette classe-là, c'est la même classe que, enfin, peut-être pas c'est la même classe, mais en fait, ce point-là est le même que AI, si vous voulez. J'ai donc ici A0 sur AI, AI
I moins 1 sur AI et, oh désolé, il y a 1 à la ième place, AI plus 1 sur AI, AN sur AI. Et donc, vous vous rendez compte que je peux remplacer cela par B0, B1 et autres. Et donc, ce point-ci est de la même classe que B0, BI moins 1, 1, BI plus 1, BN. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, ici, pour illustrer ce qui se passe, par exemple, dans P1, la classe de 1, 1, c'est la même chose que la classe de moins 1, moins 1. Dans 1, 1 et moins 1, c'est le même point dans P1. Parce que je multiplie celui-ci par moins 1 pour trouver ça. Donc, c'est le même point que 2, 2. C'est le même point que moins 2, moins 2. Et ça, c'est très important parce que si, par exemple, si, prenons par exemple, soit f, un polynôme de, qui s'écrit comme ceci. Donc, je prends ce polynôme, donc à xy, et je remarque que ce polynôme f, 1 est racine ici. Dans le point 1, 1, donne 0. Je vois aussi le point 1, 1 donne 0, mais je me rends compte que le point moins 1 ne donne pas 0. Et ici, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'en fait, dans P1, celui-ci et celui-ci définissent le même point. Dans P1 est égal à moins 1, 1. C'est, voilà. Donc P1, lui, il est égal à. Donc, ça n'a pas de sens que l'un d'entre eux soit solution et l'autre ne soit pas solution alors que c'est le même point. Donc, pour éviter ceci, les ensembles algébriques qu'on va définir dans Pn doivent être composés de polynômes qui sont homogènes. Le seul problème qui a tué ici, qui nous a causé ce problème, c'est parce que le x carré ici est de degré 2 et le y est de degré 1. Si le y était de degré 2, on n'allait pas avoir le problème. Donc ici, on va définir les polynômes homogènes de degré n. Définition. Un polynôme f de k x1, xn est dit homogène de degré d si euh, si f s'écrit sous la forme A alpha, X alpha, où alpha on le prend dans quelque chose de E qui est dans NN, ici, où le degré de X alpha qui est égal à alpha 1 plus alpha n, en prenant ici alpha comme étant alpha 1 n play, est égal à D. Donc, un polynôme homogène de degré D est une combinaison linéaire des monômes de degré 2. Tous les monômes ont pour degré 2, par exemple, ici, quand je fais f égale à x carré y,
plus x au cube, plus y au cube, plus x, y au carré. Ceci est un polynôme homogène de degré 3. Mais quand je prends f égale à x au carré moins y, ici n'est pas homogène. Ceci n'est pas homogène. Alors, donc, pourquoi nous avons besoin des ensembles homogènes? Mais c'est parce que nous pouvons maintenant définir le lieu de zéro d'un polynôme dans P. Donc, nous disons ceci. Si f est un poly homogène, homogène de degré D, alors nous pouvons définir V de f, le lieu de zéro de ce polynôme dans Pn, qui sera donc égal à P que l'on prend dans Pnk ici, tel que f de P égale à 0. Donc, le lieu de zéro d'un polynôme ici, dans l'espace projectif, n'a de sens que si le polynôme est homogène. Si le polynôme n'est pas homogène, ça n'a pas de sens de parler du lieu de zéro parce que nous serons confrontés à des situations comme les situations de ce polynôme où nous avons le même point dans 1, 1 qui est solution ici, mais moins 1, moins 1 qui n'est pas solution alors que les deux points sont dans la même classe. Donc, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, pour que cela ait un sens, le polynôme f doit être homogène. Alors, donc, qu'est-ce que je dois savoir sur le polynôme homogène? Ce que je dois savoir, c'est que si f est un polynôme homogène, de degré d, alors, pour tout lambda différent de 0, on a, je peux donc essayer de regarder f de lambda x0, lambda xn. Alors, puisque le polynôme est homogène de degré d, ça veut dire que c'est une combinaison linéaire des... En fait, vous avez un truc de ce genre, c'est-à-dire que euh, ça sera alpha dans E à alpha lambda x alpha, en quelque sorte. Donc, si vous voulez, ce que je veux dire ici par lambda x alpha, si mon x ici, si mon x, c'est x1 jusqu'à xn, lambda x va être lambda x1, lambda xn. Donc, vous vous rendez compte que ici, si le degré c'est d, c'est que lambda aussi vient d fois ici. Et donc ça sera juste lambda à la puissance d qui va multiplier notre polynôme en x0 jusqu'à xn. C'est ça. Donc, nous pouvons définir un ensemble algébrique dans l'espace projectif. Un ensemble algébrique dans l'espace projectif, donc soit S, le nom de polynôme, à n plus une variable, et T, une partie de S composée des polynômes homogènes. Alors, nous pouvons définir V de t. V de t va être égal à V de t doit être égal à l'ensemble des P que l'on prend dans Pn ici, tel que f de P soit égal à 0 pour tout
P que l'on prend par 1 euh, pour tout F, merci, que l'on prend entier. Donc, puisque F est composé de pronoms qui sont homogènes, donc nécessairement, notre F ici est homogène. Bien, mais vous voyez, nous avions vu que V de T pouvait être égal à V de l'idéal engendré par T. Mais il faut d'abord qu'on comprenne pourquoi l'idéal doit être engendré par les polynômes qui sont homogènes. Pour cela, nous allons essayer de donner quelques définitions sur les anneaux gradués. Quelques rappels. Rappel, anneaux gradués. Alors, nous allons prendre un anneau. Un anneau A est dit gradué. Un anneau A est dit gradué s'il s'accompagne d'une décomposition position. La décomposition sera comme ceci. Je peux prendre I. Décomposition de groupe abélien. De groupe abélien AI, tel que quand vous avez AI multiplié par AJ, ça doit être dans AI plus AJ. Ça, c'est ce qu'on appelle par un anneau gradué. Donc, un anneau gradué est dit gradué si ça s'accompagne de cette décomposition ou s'il peut s'écrire de cette façon. C'est-à-dire que où on écrira A égale à ceci. C'est la même chose. Et où les AI sont des groupes abéliens et les AI sont des groupes abéliens et vérifie cette condition. Et dans ces conditions, AI, d'abord A0 est un anneau ou encore est un sous-anneau, ouais, c'est mieux, est un sous-anneau de A et AN, donc pour tout N strictement supérieur ou égal à 1, AN est un A0 module. Et donc, un élément X de AI est appelé homogène de degré I. Par exemple, nous prenons un de polynôme S, K de X0 jusqu'à Xn. Nous nous rendons compte qu'un élément de F, un élément de F, de S plutôt, s'écrit sous la forme F égale à, ben voilà, donc une combinaison linéaire, donc je vais dire A0 plus A1X alpha 1, enfin pas alpha 1 peut-être que dans le sens de alpha 1, mais je vais mettre ici, peut-être que je vais peut-être changer l'indice pour ne pas me porter confusion avec ce que j'ai déjà écrit. Alpha 1 plus quelque chose comme AN alpha N, voilà, whatever. Mais ce que ça veut dire, c'est quoi? Celui qui est ici, très souvent, c'est une constante. Comme c'est une constante, on va dire que c'est un élément de degré 0. Celui qui est ici, c'est un élément de degré 1. Celui qui est ici, c'est un élément de degré 2, et ainsi de suite. Donc, en quelque sorte, la note de polynôme, S, je peux donc l'écrire comme S0
comme la partie qui consiste, la constante dans la partie homogène de degré zéro, plus ici, je prends S1, plus, puisque la décomposition est unique, j'ai écrit S2, plus, ainsi de suite. Donc, notre anneau de polynôme, S, c'est vraiment un anneau gradué. C'est vraiment un cas spécifique d'anneau gradué. Et S2 sera l'ensemble des polynômes homogènes de degré 2. Donc, à chaque fois que j'écrirai K de x0, xn et je mets D en bas ici, cela signifie que je parle des polynômes homogènes de degré D. OK? Ici, je parle des polynômes homogènes, polyhomogènes de degré D. Voilà. Et donc, nous allons donc essayer de regarder ce que c'est qu'un idéal homogène. Un idéal I de S est dit homogène s'il est engendré par les polynômes homogènes. C'est-à-dire que I est homogène si I est donné par F1 jusqu'à un certain FR, où chacun d'entre eux ici est homogène, mais pas nécessairement de même degré, hein. Lui peut être de degré D1, lui peut être de degré DR, mais ce sont des polynômes homogènes. Et ça, c'est ce qu'on appelle par un idéal homogène. Et l'idéal homogène ne s'écrit pas nécessairement comme, bon, enfin, il est comme ceci, mais il peut aussi être regardé comme étant la somme D supérieur ou égal à 0 de I inter SD. C'est-à-dire qu'on fait l'intersection dans les polynômes qui sont dans I, qui sont de degré D, on les prend. Voilà. Et donc, on fait voilà, une décomposition de cette façon. Il peut s'écrire comme ceci. Mais autre chose, I est homogène si, euh, qu'est-ce que je peux encore dire? I est homogène si, pour tout F élément de I, FD appartient. Ce que je veux dire, c'est que si F s'écrit sous la forme F0 plus F1 plus tout ce que vous voulez, il est homogène si F appartient, il y a un idéal homogène, si F appartient à l'idéal, c'est que toutes les composantes homogènes de F vont appartenir à l'idéal. Et c'est important pour nous de parler de homogène parce que nous avons défini V de T comme étant où T est ensemble des polynômes qui sont homogènes. Mais V de T, c'est la même chose que V de l'idéal engendré par T. Or, l'idéal engendré par T, c'est un idéal qui est engendré par les polynômes qui sont homogènes. Donc, c'est un idéal qui est homogène. Et une fois que je sais définir V de T, qui est mon ensemble algébrique, ben, je dois maintenant chercher à connaître c'est quoi l'idéal d'un ensemble algébrique. Donc, si Y dans Pn est un ensemble algébrique, c'est-à-dire que mon Y s'écrit comme V de T où T est homogène, est un ensemble de polynômes homogènes, alors on définit l'idéal de Y par, il sera toujours noté par I de Y. I de Y va être, alors, si je prends l'ensemble des polynômes F que je prends dans S,
dans des polynômes homogènes f, que je prends de f, tels que f homogène et f de p égale à 0 pour tout p que je prends dans Pn. Si je prends cet ensemble, ce n'est pas un idéal homogène. Et donc, ce que je peux faire, c'est que pour qu'il soit un idéal homogène, je dois m'assurer qu'il est engendré par les polynômes qui sont homogènes. Comme tous les f ici sont homogènes, et tout ce que je ferai, c'est de faire ceci. Donc, l'idéal d'une variété projective, est défini d'une façon différente. C'est un idéal qui doit être homogène. Donc, je ne le prends pas comme l'ensemble des polynômes qui s'annulent en P, mais je le prends comme l'idéal engendré par des polynômes homogènes qui s'annulent en P. Ce qui fait de cet idéal un idéal qui est homogène parce qu'il sera engendré par des polynômes qui sont homogènes. Donc, ici, on voit IY est un idéal de S qui est homogène. OK. Bien, maintenant que nous avons donc parlé de l'idéal homogène, OK, tout ça c'est bon, c'est dit. Mhm. Alors, nous pouvons parler de la topologie de Zariski. Donc, ici aussi, la même chose. Si nous avons euh, la même chose ici, si vous avez V de T1, union V de T2 ou T1 et T2 sont des ensembles qui contiennent des pronoms homogènes, de la même façon qu'on a montré pour les ensembles affines, les variétés affines, nous aurons ceci qui sera égal à V de T1 fois T2. Et si T1 est composé de ce qui est homogène, lui aussi est composé de ce qui est homogène, le produit est forcément composé de ce qui est homogène. Et donc ça, la réunion de deux ensembles algébriques est bien un ensemble algébrique. Ici, nous voyons l'intersection ici. Voilà. Donne bien ceci. Et comme chaque TI ici est homogène, ben ce qu'on obtient sera homogène et donc ça marche. De la même façon, nous avons ici l'ensemble vide est un ensemble algébrique. Alors l'ensemble vide est un ensemble algébrique, mais attention, je ne peux pas dire que c'est égal à V de... Bon, ouais, je peux dire que c'est égal à V de 1 parce que l'ensemble vide est donné par... OK, on peut prendre égal à V de S. S, c'est là nous. Donc, V de S qui signifie que ici, l'idéal contient 1. Voilà, c'est la même chose. Mais pas nécessairement lui qui peut donner l'ensemble vide. L'ensemble vide peut aussi être donné par V de S plus, où S plus est ce qu'on appelle par l'idéal irrélévant, qui sera V de D, où D est supérieur ou égal à 1. Ici, ça s'appelle idéal irrélévant. Pourquoi il donne l'ensemble vide? Ben parce que dans l'espace projectif, pour avoir V de S plus ici, ici, il n'y a pas de S0, il n'y a pas de constante. Donc, mais 0, 0, 0, 0, en fait, cet idéal-là, il faut même bien le définir, cet idéal-là est engendré par les pronoms, par les variables x0 jusqu'à x1. Donc, c'est une combinaison linéaire. Voilà, c'est une combinaison linéaire de x0 à xn. Le problème, c'est que le point 0, 0, 0, 0 n'est pas... Le point 0, 0, 0 appartient ici, mais ce point n'appartient pas à l'espace projectif. Comme 0, 0, 0, 0, si vous voulez, 0, 0, bon, la classe n'appartient pas à Pn, alors
V de S plus est aussi vide. Donc, l'ensemble vide est un ensemble algébrique. Et comme nous pouvons le constater, P de n lui-même aussi, c'est un ensemble algébrique. Voilà. P de n lui-même, c'est un ensemble algébrique qui est donné par G2. Euh, P de n est donné par V2. Quel polynôme peut me donner euh, je prends le polynôme 0. Le polynôme 0, ben, il donne P de n. Parce qu'il annule, il est en P de n. Voilà. Voilà. Donc, nous venons de voir, donc ici, nous avons la topologie de Zariski. Nous avons la topologie de Zariski, dans P de n. Et comme nous avons la topologie de Zariski dans P de n, cela signifie que donc nous avons la topologie de Zariski dans P de n, donc dans les fermés, sont les ensembles algébriques. Voilà. Dans un fermé dans Pn signifie que V, Y est égal à V de T, où T est un ensemble qui est composé des polynômes qui sont euh, homogènes. Alors, c'est quoi une variété projective? Une variété projective est un ensemble algébrique de Pn qui est irréductible. Qui est irréductible, voilà. Et donc ici, on fait la même chose. On fait la même chose ici. On peut donc parler de tout ce qu'on a vu de l'autre côté sur les polynômes irréductibles, sur les ensembles, les espaces affines, reste valable ici. Tout ce qu'on a vu reste valable ici en respectant juste ce qui est là. Bon, nous allons maintenant voir quelques aspects qui sont, quelques aspects qui sont. Alors, nous allons un peu regarder le recouvrement. Ça, c'est un aspect qui est vraiment propre à l'espace projectif. Nous voyons, parlons de recouvrement. Si, si P est un élément de Pn, alors P est composé de A0 jusqu'à AN. Bon, maintenant, ce point-là, ce A0, ici, il est possible, en fait, il est possible que si A0 est différent de 0, enfin, ce que je veux dire, c'est que ce point-là, je peux l'écrire comme étant déjà A0 jusqu'à AN. Moi, je peux le regarder comme étant A0, si vous voulez. Je mets bon, enfin, je mets 1, 0, 0, plus A1, 0, 1, 0, 0, plus, je mets ici AN, 0, 0, 1 à la fin ici. Je peux l'écrire de cette façon. Donc, ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que les éléments, quand j'ai un élément de AN ici, donc quand j'ai un élément comme ceci, je peux définir l'ensemble UI. Et l'ensemble UI, c'est l'ensemble des éléments.
Donc, des points qui sont dans l'espace projectif, tels que AI est différent de zéro. Tel que AI est différent de zéro. Et vous vous rendez compte que nous avons donc Pn, un élément de Pn. Quand vous avez un élément de Pn, l'un d'entre eux est égal à zéro. C'est-à-dire que l'une des composantes est plutôt non nulle. Dans l'une des composantes, quand vous avez, peu importe le point que vous prenez ici, ça veut donc dire que votre P là appartient à UI, ou encore il existe un I, il existe un I0 tel que P soit un élément de UI0. Donc, en quelque sorte, votre Pn ici peut être regardé comme la réunion de ces éléments-là, de ces UI-là. I allant de 0 à n. Et comment je peux comprendre ces UI-là? Je vais regarder le complémentaire de UI. Donc, je définis par HI qui sera Pn moins UI. Et le I, ça, puisque le UI, le XI est différent de 0, pour le HI, qui est le complémentaire, le UI devient égal à 0. Donc, en quelque sorte, ici, c'est l'ensemble des points à n tel que AI est égal à 0. En quelque sorte, je suis en train de dire que c'est V de AI. Et comme c'est V de AI, ça veut donc dire que V de AI dans Pn ici, donc HI ici, je le regarde donc V de AI. Bon, c'est mieux de parler de V de XI, je préfère travailler avec XI. Donc Pn, et ça, c'est un fermé. Est un fermé. Et donc, comme c'est un fermé, cela signifie que son complémentaire UI est un ouvert. Donc, en conclusion, ça c'est une bonne remarque qu'on va faire. Les ouverts de Pn, bon, enfin, Pn est recouvert, donc Pn est recouvert par cela, où le UI ici est le complémentaire de V de XI. Et le V de XI ici est un hyperplan, parce que V de XI, c'est HI, qui est égal à V de XI, donc Pn, comme il est donné par un seul polynôme ici, ça veut dire qu'il a pour dimension n-1. Dans la dimension de HI, c'est n-1, parce que, voilà, c'est une hypersurface. Et donc, HI ici peut parfois être regardé comme P de n-1. Donc, c'est un hyperplan parce qu'il est de dimension n-1. Donc, HI est un hyperplan. Mhm. OK, très bien. Donc, désormais, quand on parlera de HI, nous ferons allusion à V de XI. Quand on parlera de UI, nous parlerons de Pn moins V de XI. C'est-à-dire que là où lui, il est différent de 0. Et ça, c'est très bien. Maintenant, ce que nous voulons faire, je vais peut-être essayer de regarder un peu. Donc, nous sommes ici. Nous allons donc montrer, regarder un homéomorphisme ou bien un isomorphisme même qui nous permettra de bien comprendre les UI qui sont là. Donc, nous allons faire une étude approfondie de ces UI. Qu'est-ce que nous faisons?
Nous définissons phi de i qui part de ui dans l'ensemble affine, de l'espace affine, AN, et qui est tel que quand j'ai un élément de ce type, puisqu'ici c'est AI qui est différent de 0. Donc quand j'ai un élément de ce type x0, xn, j'envoie quelque chose qui doit être un élément de l'espace affine. La bonne nouvelle est que lui, étant donné que quand il appartient à UI ici, cela signifie que le xi est différent de 0. Et donc ce point-là, x0, xn, est de la même classe que le point xi, x0 sur xi, xi moins 1 sur xi, 1 ici, xi plus 1 sur xi, xn sur xi. Les deux là sont de la même. Donc, ce point-là est de la même classe que ce point-ci, parce que lui, il est différent de 0. Donc, lui, cette classe-là peut être regardée comme la classe de celui qui est là. Et donc, je me rends compte que je peux envoyer ici euh, x0 sur x1, xi moins 1 sur x, sur xi plutôt, sur xi. Le 1 qui est ici, je le retire parce que quand je vais dans AN, j'ai besoin de n composantes sur moi. Donc, c'est le 1 là qui sera retiré. Donc, ici, j'ai x, i plus 1 sur xi, xn sur x. Voici le point que j'ai. Donc, à chaque fois que j'ai un élément de ui, peu importe le i, je définis l'application phi i qui me permet d'avoir un correspondant dans AN. Et ici, je peux changer, je peux l'appeler ici y1, jusqu'ici avoir yn. Bon, je vais définir l'inverse de cette application, que je vais appeler phi i-1. L'inverse de cette application partira de AN dans UI. Donc, on est en train de me dire que si j'ai un point de l'espace affine ici, je peux définir un point de l'espace projectif Pn, donc il sera dans le vert, en prenant quoi? Je prends la classe, j'ai y1, yi-1, et j'ai introduit 1 à la ième place. Et ici, j'ai yi plus 1, j'ai yn. Voilà ce que ça donne. Et ici, nous vérifions que phi i rend phi i moins 1 nous donne l'identité de AN et que phi i moins 1 rend phi i nous donne l'identité de UI. Donc, ceci montre qu'il y a une bijection ce qui montre une bijection entre UI et AN. Mais en fait, c'est plus que ça. Entre UI et AN, il n'y a pas qu'une bijection,
Mais c'est même plus fort que la bijection, c'est un homéomorphisme. Donc, théorème, l'application phi i qui va de ui dans an, défini plus haut, est un homéomorphisme. Ce qui signifie que ce bijectif est bicontinu. Donc, il y a la continuité de part et d'autre. Donc, cette application est continue et sa réciproque est aussi continue. Donc, nous allons faire la preuve. Donc, la preuve nous dit quoi? Nous allons montrer que l'image de tout fermé, parce que ça, nous sommes dans Pn ici. Ici est un fermé de, de An. Et donc, cette preuve va être faite peut-être dans la deuxième partie de cette vidéo où nous parlerons, où nous allons en quelque sorte traiter les exercices et nous ferons la preuve aussi comme exercice. Donc, preuve, exercice dans la prochaine vidéo. Bien, voilà, je pense qu'on a beaucoup fait. Donc, je laisse d'abord le temps de digérer tout ce qu'on a fait sur ces définitions. Et nous allons poursuivre dans une prochaine vidéo que je vais enregistrer tout à l'heure, voilà, où nous allons commencer par cette preuve et nous allons toucher quelques aspects qui sont dans le livre de Hartson ou encore dans le livre et encore dans le livre de Joe Harris. Donc, merci d'avoir suivi. Nous allons nous arrêter par ici et à la prochaine.